Alors, la demande de Macron assister au sommet des BRICS comme étant une demande de la France, c'est qu'on n'a pas compris le fond du problème. Il s'agit de quoi? En réalité, il s'agit d'une demande de l'Union européenne à véritablement comprendre ce qui se prépare au sein des BRICS. Macron, comme à son habitude, n'est que le cheval de Troie, surtout lorsqu'il s'agit des questions africaines. Rappelons que c'est un pays africain quand même qui organise ça, à savoir l'Afrique. Parler du sommet des BRICS également qui est annoncé à la fin de ce mois. Le président français Emmanuel Macron, vous vous souvenez, avait souhaité participer à ce sommet. Eh bien, les autorités des BRICS ont déclaré le président français persona non grata. Ils n'en veulent, du moins ils n'en veulent pas de la présence du président français Emmanuel Macron du côté de l'Afrique du Sud. Et nous, on va s'interroger ce soir. Pourquoi ce grand intérêt à ce sommet des BRICS quand on connaît en tout cas les enjeux géopolitiques, entre autres les rapports qui les opposent? On va revenir là-dessus avec nos invités. Mais avant, je vous propose cet élément qui va nous permettre de planter le décor. Ensuite, on revient sur le plateau. Les dirigeants de 67 pays d'Afrique et du Sud global et des représentants de 20 organisations différentes sont attendus au sommet des BRICS qui se tiendra au mois d'août courant à Johannesburg. Dans la liste des invités ne figure point le nom du président français Emmanuel Macron. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a été claire lors d'un point de presse tenu lundi 7 août. Interrogé sur la possibilité que le président français Emmanuel Macron puisse participer après que ce dernier ait manifesté son intérêt, Pandor a balayé cette éventualité. Le 20 juin dernier, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait indiqué avoir fait connaître à Pretoria la disponibilité et l'intérêt du président Macron de prendre part au sommet des BRICS. La décision d'inviter Macron doit être faite non pas par la France, mais par les BRICS, et au premier rang d'entre eux l'Afrique du Sud, qui est la puissance invitante du sommet, avait-elle précisé. 2 jours plus tard, soit le 22 juillet, c'est au tour de Moscou d'aborder le sujet sans pour autant nommer le président français. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, avait affirmé qu'il est clair que les chefs d'État qui conduisent une politique aussi hostile et inacceptable à l'égard de Moscou, qui sont aussi déterminés à isoler la Russie sur le plan international et adhèrent à la ligne de l'OTAN visant à infliger à la Russie une défaite stratégique, n'ont pas leur place comme invités des BRICS. Certes, c'est l'hôte du sommet qui choisit les invités, mais tous les pays membres des BRICS doivent être consultés et nous n'avons pas caché notre opposition à nos collègues d'Afrique du Sud, avait précisé Sergei Ryabkov. En revanche, le président russe Vladimir Poutine, dont la participation à ce sommet a fait l'objet de contestations par plusieurs capitales occidentales, notamment Paris, suivra le sommet de façon virtuelle et il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Merci à Sam Zili pour ce reportage. Eh bien, vous l'avez donc compris, le président français regardera donc à la télévision le déroulement de ce sommet, comme tous ceux qui n'iront pas du côté de Johannesburg. Pourtant, un sommet au grand enjeu. Eh bien, Charles Kenyé, on le sait, en manœuvrant donc pour que le président russe, Vladimir Poutine, ne soit pas présent à ce sommet avec ce mandat d'arrêt de la CPI, le président français a également oublié que le bâton pourrait lui être également retourné. Conséquence, il est persona non grata du côté de Johannesburg. Je crois que c'est la norme des choses. C'est le contraire qui nous aurait étonné. On se serait surpris du contraire de la chose. Donc il faut le dire très clairement. Oui. Je crois que le président Emmanuel Macron l'a quelque part aussi subi les foudres de, je m'excuse de le dire, son immaturité politique. Parce que lorsqu'on est un chef d'État, oui, la décence doit nous animer, le respect de l'autre doit nous animer, la sacralité même de la fonction doit nous animer. C'est-à-dire que
c'est l'un des rares, parce que j'ai même l'impression que sous son mandat, le combat panafricanisme s'est porté tellement bien. Parce qu'il nous a donné les éléments de nature à justifier aux yeux du monde, non seulement l'ingérence de la France en Afrique, mais également les tares et les faiblesses de la France sans l'Afrique. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez la situation au Niger, comment les autorités politiques administratives françaises gèrent le problème, ils démontrent aux yeux du monde la nécessité et même la véracité de ce que nous avons pour habitude de dire sur ce plateau. Et quand on voit même ce qui se passe avec les BRICS, on comprend très bien que le combat dont nous portons, à savoir l'évolution d'un monde vers une certaine multipolarité, eh bien, c'est justement ça l'avenir du monde. L'une des raisons pour lesquelles il panique. Si on veut voir l'avenir au-dessus, et à chaque fois, comme par habitude, Macron donc sert de garçon de course, parce que justement, à travers son immaturité politique, il ne comprend pas qu'il est mis devant parce que quelque part, il y a une certaine naïveté de ne pas comprendre les choses. Pourquoi est-ce que Olaf Scholz, vous pensez que le chancelier allemand également n'est pas intéressé par ce qui se passe véritablement à l'intérieur des BRICS? Mais sauf que eux, il y a une sorte de respectabilité des autres, ça il faut qu'on le dise, mais également il y a une forme de compréhension de la géopolitique à l'échelle internationale, ce qui manque cruellement au président Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque celui-ci s'invite ou alors voudrait s'inviter, voudrait être invité du côté des BRICS, mais je pense que c'est la même personne qui hier nous a démontré aux yeux du monde que la plupart des États qui constituaient les BRICS, en réalité, non seulement ne pouvaient pas aider qui que ce soit à l'échelle internationale, parce que ce soit au niveau du PIB, on nous a dit que la Russie c'était le PIB de l'Espagne, on nous a fait comprendre que même la Chine n'était pas trop ça, refusant encore moins le Brésil, refusant de nous faire comprendre qu'en réalité la balance commerciale française est excédentaire de pratiquement 700 milliards d'euros, et ces 700 millions d'euros sont détenus aujourd'hui par la Chine. On nous a annoncé un certain nombre de slogans en pompe. Or, pendant que la France dormait sur ses lauriers, les autres pays européens travaillaient. On ne veut pas dire indirectement que l'Italie continue de commercer avec la Russie, profondément et dans bien des domaines. On veut également nous dire que vous avez des pays comme l'Allemagne qui, ayant compris ce qui est en train de se faire du côté de l'Europe, ont massivement investi en Chine. Rappelons que l'un des premiers producteurs et transformateurs de produits chimiques en Allemagne, la société BASF, a investi rien qu'au cours de l'année 2022 10 milliards d'euros du côté de la Chine. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que la France fait? La France s'est assise sur ses anciennes colonies en Afrique et elle a dormi. Aujourd'hui, quand elle se réveille, bien qu'elle soit rattrapée par les enjeux, les autres pays ont travaillé. Et elle, aujourd'hui, comme à son habitude, les autres pays l'envoient devant pour faire le sale boulot. Et Macron, pour revenir à ce que je disais, fort de son immaturité politique, se plaît donc à jouer ce jeu-là. Mais malheureusement, il va se faire humilier. D'ailleurs, il s'est fait humilier. Vous avez vu? Quand même. Vous avez vu? C'était une apalissade. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas insulter des gens, vous ne pouvez pas démontrer à la face du monde comment les gens qui arrivent chez vous viennent pour vous spolier, comment ils viennent répéter ce que vous faisiez avant. Vous ajoutez en ça l'immaturité même de ceux qui les reçoivent, comme quoi ils sont sous le contrôle de ceux-là. Vous ne pouvez pas multiplier des bêtises pareilles comme ça. Quoique les relations internationales, c'est une hypocrisie à nul autre pareil, mais il y a ce qu'on appelle, il y a une certaine déontologie, il y a une certaine aisance, il y a une certaine politesse, une certaine élégance, merci du terme. Donc, face à ça, donc, il est face à une réalité, c'est qu'il se fait, je veux dire quoi, huer, pour ne pas dire humilier à l'échelle internationale, et donc il ne peut qu'assumer. Mais qui démontre à suffire le caractère important, voire même stratégique que révèle le prochain sommet des BRICS, parce que clairement, je crois que les éléments qui ont été annoncés du côté du sommet Russie-Afrique, forcément vont être implémentés ou alors vont être détaillés de façon plus spécifique avec les BRICS qui sont en train de s'annoncer. Le président Emmanuel Macron, finalement humilié avec cette décision des autorités des BRICS, Dr Yom Timba, donc déclaré persona non grata, Emmanuel Macron ne va donc pas prendre justement à ce sommet quand on sait que plusieurs pays ont formulé la demande. On parle d'une 60aine de pays qui frappent à la porte des BRICS, mais on se demande quand même, Charlie Kenyel le rappelait, le respect de l'un et l'autre, on pourrait dire sur le plan géopolitique, le respect des blocs également. Alors pourquoi, comment comprendre cet intérêt justement de la France à participer à ce sommet? Pourtant elle organise également souvent des événements et les autres se tiennent à l'écart. La France a peur. Elle a peur, c'est la fin. Et la fin de la domination néocoloniale en Afrique. La France a beaucoup de
si vous voulez, de contestation qu'elle subit, particulièrement dans cette zone d'Afrique australe. Vous vous souvenez de la question des îles éparses avec Madagascar. Oui, avec Madagascar, oui. Et en même temps, le problème de Diego Garcia qui concerne les Américains fait quand même l'objet de beaucoup de discussions parce que l'Inde estime qu'il vaudrait mieux apporter du soutien à Madagascar pour ça qu'aux États-Unis. Ouais. Sauf que ce n'est pas pour les beaux yeux de Madagascar, c'est pour éviter d'avoir les États-Unis qui contrôlent tout l'océan Indien, parce que Diego Garcia, c'est au milieu de l'océan Indien, donc ça contrôle tout l'océan Indien, dont le sous-continent indien. Stratégiquement, c'est cela. Les îles éparses, c'est quand même des réserves prouvées de près de 500 milliards de dollars d'hydrocarbures. Et donc, il y a 3 résolutions, je crois, de l'ONU depuis les années 70, que la France refuse d'exécuter et qui lui demandent de partir. Alors, vous voyez des gens qui viennent donner des leçons tous les jours alors qu'ils traînent des casseroles partout. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Et ça se passe en Afrique du Sud et Madagascar est à côté. Sans compter le fait que j'ai commencé par le néocolonialisme, la France a peur. Le franc CFA, c'est près de 500 milliards d'euros de valeur ajoutée que la France manipule chaque année au détriment des pays, des 15 pays de la zone franc. Oui. Et donc, du coup, si vous avez un sommet qui a pour thème central la promotion des investissements des BRICS en Afrique, la France est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise pourquoi? Elle est mal à l'aise parce que la capacité des BRICS à investir en Afrique est énorme. La France, c'est un endettement de 3120 à environ 3200 milliards de dollars. C'est-à-dire un peu plus que son PIB, à peu près 118% de son PIB. Sauf que quand vous prenez simplement un pays comme la Russie, c'est 2200 milliards de dollars de réserves. Donc, vous comprenez que ce qui est en jeu là est extrêmement grave. Il suffirait que la Russie décide d'investir 10% en Afrique, en écho à ce que Poutine disait, pas besoin de faire la guerre à la France, il suffit simplement de libérer l'Afrique et puis l'Europe tombe d'elle-même. Donc, il suffit que la Russie dise, je vais investir 220 milliards, donc juste 10%, 220 milliards de dollars, même pas tout de suite, peut-être sur 5 ans, en Afrique, et tout de suite, vous allez vous rendre compte que tout de suite, l'Occident est mis à mal, mis à l'écart complètement et mis à mal. Donc, c'est de ça dont la France a peur. Et quand il se combine à cela, ces révolutions africaines qui se succèdent les unes aux autres, Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Niger, RCA, et tout ça, ce sont d'anciennes colonies françaises. Vous comprenez que tout de suite, la France est en train, elle a peur. Elle a peur. Et vous avez suivi, vous avez certainement lu la lettre des sénateurs français. Et n'oubliez pas, ce président Macron, il y a quelque temps, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il a commandé au Sénat? Un rapport sur les relations entre l'Afrique et la France. Et la conclusion était l'Afrique est l'avenir de la France. Je trouve ça tellement bizarre. L'Afrique pense qu'elle est l'avenir de l'Afrique, mais la France, elle pense que c'est l'Afrique qui est son avenir. Bon, chacun choisit son avenir en tout cas. Sauf que les choix que l'on fait, à un moment donné, peuvent se heurter désormais, non plus au fait qu'on puisse reconnaître qu'un pays puisse s'autodéterminer, mais peuvent se heurter au fait que désormais, les Africains comprennent que l'autodétermination, c'est en fait la décision de s'autodéterminer. Ce n'est pas d'attendre la reconnaissance de cette autodétermination. Voilà la raison pour laquelle la France, voilà quelques raisons pour lesquelles la France a peur. Elle a peur du fait que quand on prend ces investissements directs étrangers en Afrique, la zone qu'elle est censée, qui est censée être plus proche d'elle, puisque c'est là-bas qu'on parle le français et utilise le franc, elle y investit 0,6% de ses investissements directs étrangers. Dans le reste de l'Afrique, elle investit 99,4%. Et vous comprenez que le Nigeria, qui est son premier partenaire économique ici, évidemment, puisse, lorsqu'il y a un problème au Niger, se lever comme sans réfléchir. Le Bénin puisse se lever sans réfléchir, alors que en réalité, il ne s'agit pas de défendre les intérêts des Africains. Là, ils étaient en train de défendre les intérêts de la France. Donc, la France a peur. Elle a peur de perdre tout ça. Elle a peur de cesser de donner des allocations familiales à des gens qui se lèvent le matin, regardent la télé toute la journée, regardent les matchs de football, passent leur temps sur les réseaux sociaux, ne travaillent pas du tout. Elle a peur que les 35 heures
qui sont une aberration économique n'existent plus et que les gens soient obligés désormais de travailler 40 heures ou un peu plus, elle a peur que de ne plus pouvoir supporter les chômeurs qu'elle est obligée de payer. Elle a peur de ne plus supporter le gaspillage de la sécurité sociale dont le trou ne cesse de s'élargir. Et tout cela, elle doit le combler avec de l'argent qu'elle tire gratuitement d'Afrique. Elle a peur, quand elle a vu 19 chefs d'État aller à Moscou, à Saint-Pétersbourg dernièrement, et de voir que parmi les 19 chefs d'État, il y avait malheureusement, et ça c'est très grave, c'est un signal extrêmement grave, un type qu'elle croyait contrôler depuis et qui n'avait jamais, qui n'a pas l'habitude de s'exprimer publiquement, de dire publiquement ce qu'il pense vraiment de la politique internationale, un certain Paul Biya. Qui est quand même le leader naturel de l'Afrique centrale. Or, l'Afrique centrale semblait être encore le dernier bastion dans lequel la France pouvait penser avoir encore un certain contrôle. Donc, la France a peur et c'est pour ça que le président Macron veut être là. Et il voulait en fait cannibaliser le discours des BRICS et sur les BRICS dans le domaine, dans les pays où on parle le français, à travers sa présence. Les médias mainstream français auraient tout fait pour arroser cette zone-là, de la visite du président Macron, des discours de Macron, de ce que Macron a fait, il a goûté un raisin sud-africain, etc. Et empêcher donc les populations, les peuples de ces pays-là, de s'intéresser à ce qui est important, les investissements des BRICS en Afrique. Donc, en réalité, c'est la peur. Et je vous relance à propos justement, Charlie Kenny l'expliquait également tout à l'heure. Il a dit, oui, la France effectivement a peur avec tous les arguments que vous avez énoncés, mais la France aussi, derrière la France, il y a l'Union européenne. Oui, absolument. En fait, la France n'est que le paravent. Bien sûr, c'est en fait, si vous voulez, c'est tout le G7 qui essaie de comprendre ce qui se passe vraiment. Et qui a peur? Parce que là, je vais vous donner les réserves de change de la Russie. Les États-Unis, prenez tous les pays du G7, réserve de change zéro. En ce moment, ils n'ont rien. Parce que c'est la crise économique qu'ils ont provoquée à travers les sanctions qu'ils ont infligées à la Russie. Et l'effet boomerang est tel que, malheureusement, ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de pouvoir se projeter en termes d'investissement d'un certain niveau. Et donc, du coup, en fait, c'est toute l'Union européenne. Et c'est tout le G7, en fait, est porté par l'Union européenne. Mais pourquoi c'est Macron qui va? Bon, Kenyé, il disait, il est immature. C'est celui qu'on envoie. Il y a cet aspect. Mais en réalité, c'est parce qu'il est devenu le plus faible. On envoie le plus faible devant. Mais bien sûr. Pour les négociations au risque justement d'être rejeté. Vous connaissez la logique des Occidentaux. Ils sont brutaux. C'est leur ancien président français qui le disait. Ils sont brutaux, ils sont sauvages. C'est lui qui disait ça, c'est pas moi. Quand la France s'assied au G7, c'est le pays aujourd'hui qui a le moins de capacité de projection sur le plan financier, sur le plan économique. Même le Canada a un volant, une marge de manœuvre plus importante. Donc, les autres lui disent, tu pars. Pourquoi? Parce que si la France ne part pas, où est-ce qu'elle emprunte de l'argent tous les matins? Entre 8h et 10h. C'est auprès de ces pays-là. Grâce au soutien de ces pays et vers la Chine, l'Inde, c'est là-bas qu'elle va chercher un peu d'argent. Et donc, comme elle a besoin de soutien de ces gens, parce qu'elle est 118% du PIB, l'endettement de la France. Toute l'Afrique, ce n'est que 1000 milliards. Hein. Eux, c'est 3200 milliards. Toute l'Afrique, les 55 pays d'Afrique. Bon, 55 parce que j'estime que le Sahraoui doit être libéré. Qui est de ces pays, on ne comprend pas. Non, il y a bien sûr, évidemment, il n'y a aucune aide. Il n'y a aucune aide parce que ce qu'ils font, parce qu'en plus, quand on dit aux gens l'aide publique au développement, on pense que c'est une gratuité. Il n'y a pas de gratuité, c'est juste des conditions aménagées pour que payer un peu moins. Donc, en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup d'autres enjeux. Souvenez-vous même, si on en a déjà parlé. Si la France... Il y en a au moins un cinquième et un sixième qui ne vont pas tenir parce que là, le Togo commence à se rebeller. Il n'est pas d'accord avec l'intervention CEDEAO, le peuple togolais. Et d'ailleurs, il a toujours été rebelle. Et puis, le Sénégal, on ne veut pas trouver entente. Donc, ça va évoluer. Et il y a donc l'Afrique centrale qui a une manière d'approcher les choses qui est quand même assez curieuse. On ne parle pas, mais on avance dans la réorganisation. Il y a des actions qui sont menées. Sauf que c'est ça qui justifie, à l'époque, qui a justifié
la présence de la France comme membre permanent du Conseil de sécurité. En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sauf que si aujourd'hui la France a perdu, maintenant que la France a perdu tout ça, qu'est-ce qui justifie encore sa place comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Ce qui veut dire que le G7 va perdre une place, ça va faire basculer les choses. Il y aura donc deux, parce qu'ils sont trois pour le moment dans le cadre du G7, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et puis il y a la Russie et la Chine qui sont dans les BRICS de l'autre côté. Mais si la France perd sa place parce que rien ne justifie plus sa position à une bombe atomique, il y a plein de pays qui ont la bombe atomique, elle n'est même plus parmi les 10 premières puissances économiques du monde. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui lui comptent. La population, elle n'a que 66%. Donc il faudrait qu'on trouve un autre pays ou qu'on réorganise totalement le Conseil de sécurité des Nations Unies. Par conséquent, l'Union européenne, si la France n'y était plus, toute l'Union européenne n'aurait plus de représentants, n'aurait plus de membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous voyez que les enjeux de cette visite en Afrique du Sud sont beaucoup plus importants qu'on ne l'imagine et représentent en fait une opportunité pour les BRICS parce qu'ils le savent. C'est une opportunité pour reconfigurer totalement le monde et surtout pour envoyer un message fort à l'Occident en leur disant quand nous nous réunissons, les enfants n'ont pas de place autour de la table. Merci à vous, docteur Yam Timba, Charlie Kenyé. À la suite du docteur, déjà on rappelle, on l'a dit, du côté de l'Afrique du Sud, on annonce au moins une soixantaine justement de leaders africains et on sait qu'il y a des pays qui sont demandeurs, qui veulent l'intégrer de manière officieuse, certains, mais d'autres ont officiellement fait leur demande. Je m'en vais rapidement les citer. Il y a entre autres l'Algérie, l'Argentine, le Bangladesh, Bahreïn, Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Égypte, l'Éthiopie, Honduras, l'Indonésie, l'Iran, le Kazakhstan, le Koweït, le Maroc, le Nigeria, la Palestine, l'Arabie Saoudite, le Sénégal, la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis, le Venezuela et le Vietnam. Charlie Kenyé, c'est une grande force en tout cas qui est en cours de création. Oui, je crois que c'est ça le monde libre. C'est le monde libre qui est en train de se créer autour des pays qu'on continue de dire être des États émergents, mais qui en réalité sont des puissances. C'est ça le problème. Parce que vous verrez que beaucoup de ces États-là, on vous dira que ce sont des États émergents. Mais en réalité, on veut pas leur reconnaître le statut de puissance internationale. Ce sont des puissances internationales. Et donc, c'est un monde libre qui est en train de se créer, qui n'a rien à voir avec le monde voulu par le bloc occidental au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut le dire très clairement, les enjeux de ce sommet tournent principalement autour de deux choses. La première, c'est l'évolution du monde vers une certaine multipolarité, c'est-à-dire que la multipolarisation du monde. Le second, c'est la relecture, je dirais même la réécriture du droit international. Et quand je parle par là, vous comprenez qu'en parenthèse, je mets les Nations Unies et tous ses dérivés. C'est-à-dire que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, c'est-à-dire on redessine tout. C'est-à-dire que le droit international tel qu'il a été pensé, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, obligatoirement se doit d'être revu. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ce droit international a été qui forcément ou alors qui est essentiellement axé sur le rapport de force, c'est-à-dire que c'est celui qui détient la force et qui dicte le droit international, où on peut donner le privilège aux autres d'attaquer des pays sous de faux prétextes fallacieux, mais d'un autre côté, lorsqu'un État use des prérogatives qui sont les siennes, à savoir défendre l'intégrité de son territoire, protéger la sécurité de ses biens et de ses personnes, et bien on ne vous reconnaît pas ce droit-là. Nous allons prendre le cas par exemple du conflit aujourd'hui, alors de la crise qui se joue en Ukraine entre la Fédération de Russie et le bloc de l'OTAN. Il faut dire très clairement que depuis pratiquement 10 ans, la Fédération de Russie alertait la communauté internationale, et je parle de la vraie, pas celle qui aujourd'hui siège au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je parle de la vraie communauté internationale, c'est-à-dire que vous aviez même des rapports par télégramme que la Russie envoyait à un certain nombre de pays, tels que le Nicaragua, tels que le Salvador, le Venezuela également, qui sont des pays en Amérique latine, comme dans notre pays d'Afrique, véritablement des alliés stratégiques importants de la Fédération de Russie, qui annonçaient sur cette situation à venir, où on s'est rendu compte que la Fédération de Russie voulant défendre un droit qui paraît être un droit inaliénable. D'ailleurs, les États-Unis l'ont revendiqué par le passé lors de la crise de Cuba, je crois de 1962, comme quoi ils ne pouvaient pas accepter que la Russie installe des missiles
quelques kilomètres de ses côtes parce que c'était une menace pour la sécurité de son pays, et bien la Russie vous dit la même chose dans le cas ukrainien, que je ne peux pas accepter que vous essayez ou que vous placez des missiles. On voit aujourd'hui même ce qui se passe. Vous avez des missiles Storm Shadow britanniques qui aujourd'hui attaquent les villes, les côtes russes. Et donc c'est ce que la Russie se plaignait depuis. Vous voyez donc dans ce théâtre-là, on observe clairement que les plaintes russes étaient réelles. Et la preuve c'est que ces missiles Storm Shadow, qui en réalité ne sont pas véritablement si stratégiques, aussi importants que ça, puisque l'OTAN a ce qu'il y a de meilleur, mais rien qu'à ce niveau-là, elles menacent la paix et la quiétude des populations russes à la frontière de la Russie. Mais aujourd'hui, on veut faire comprendre que c'est un État paria qui ne respecte pas le droit international, simplement parce que cet État dit je défends la souveraineté et la sécurité de mon peuple. Donc c'est un peu ça, cette hypocrisie du droit international. Ce droit international qui permet à ce que, en 2014, il y a une violation de l'ordre constitutionnel. Je parle de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en Ukraine, en 2014, avec le renversement de Viktor Yanukovych pour installer Viktor Yushchenko, c'était un coup d'État constitutionnel, mais ça n'a pas dérangé quelqu'un. D'ailleurs, je crois que l'OTAN a apprécié ça, disant qu'il s'agissait d'une révolution populaire, c'est ce qu'on nous a dit. Mais dans le cas nigérien, par exemple, ce que nous constatons aujourd'hui, on vous fait comprendre qu'il y a une violation de l'ordre constitutionnel. Donc, on biaise le droit international. Quand c'est bon chez nos alliés, on accepte. Quand c'est pas bon, ça n'arrange pas nos intérêts, on refuse. Qui oblige aujourd'hui à ce que ces États, qui étaient considérés comme États les États des pays du Sud, ou alors des États, entre guillemets, faibles, se veulent aujourd'hui, alors ont décidé de se faire ensemble pour constituer ce monde libre. Parce qu'ils ont véritablement compris que leur faiblesse en réalité provenait de leur inaction à pouvoir se mettre ensemble. Parce qu'une fois mis ensemble, ils deviennent beaucoup plus forts. La preuve, c'est que rien que 5 pays, je dis bien 5 pays, ensemble, sont en train de bouleverser un ordre mondial qui a été établi depuis plus d'un siècle. Donc, vous comprenez très bien que si 5 pays mis ensemble arrivent à bouleverser cet ordre mondial, je vous laisse imaginer la cohorte de pays qui sont en train d'arriver. Donc, c'est ça qui fait peur, parce qu'on a mis sur pied un plan, un système pour lequel on n'avait jamais pensé un jour que cela devait être contesté, mais simplement ceux qui subissaient ce système ont compris que leur passivité ou alors leur problème venait justement de leur inaction, et à travers ça, donc, comme dans tout mouvement, il faut des leaders. Les leaders, donc, ont décidé de se mettre ensemble, et je crois que la vague est en train de suivre. Et est-ce que ce refus peut être considéré comme officiellement, parce que là, les États, les BRICS prennent vraiment position. On ne vous veut pas, monsieur Emmanuel Macron. Alors, est-ce que ça veut dire nous avons choisi notre camp? C'est une guerre qui est déclarée à la France et à l'OTAN, l'Union européenne? Nous sommes là en relation internationale. Les guerres ne se disent pas ouvertement, elles ne se disent pas verbalement, mais se constatent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le message témoignant en faisant de Macron persona non grata, déjà que c'était attendu, en réalité démontre à ce fait que nous sommes dans un processus irréversible, c'est tout. C'est-à-dire que les BRICS sont en train de dire au bloc occidental que le processus, le cheminement qui est enclenché ne peut, il peut pas avoir de marche arrière. Et non seulement il ne peut avoir de marche arrière, mais mieux encore, c'est un processus dans lequel les peuples que vous avez pendant longtemps opprimés sont véritablement en train de vouloir s'assumer. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que l'une des raisons qui motive aujourd'hui un certain nombre d'États africains à véritablement prendre le devant de la chose, à travers ce que nous voyons en Afrique de l'Ouest, vient justement de cette alternative qui est offerte par les BRICS. Parce que si les BRICS n'avaient pas existé sous d'autres cieux, ou alors à une certaine époque, ce que nous voyons n'aurait pas existé. Une fois que ces révolutions populaires ou alors cette transition aurait initié, que véritablement ces États auraient été bombardés pour rétablir les pantins. C'est simplement parce que à travers les BRICS, qui est également, au-delà d'être une alliance internationale diplomatique et peut-être même politique, c'est également une alliance militaire qui est en train de se confirmer à travers les multiples exercices militaires que nous observons entre la Fédération de Russie et bien d'autres pays. Le cas de la Chine, par exemple, rien qu'au cours de l'exercice de l'année 2022, la Russie et la Chine ensemble ont fait des exercices militaires 6 fois supérieurs à ce qu'ils ont exercé au cours des 6 dernières années. Vous comprenez, fort opportun. Vous avez également des pays comme l'Algérie, où hier la Fédération de Russie n'avait pas d'exercices militaires avec ce pays. Il y a depuis pratiquement 2 ans où ils font des exercices militaires justement dans le cadre du contrôle de la mer Méditerranée. Vous voyez que derrière même ça, il y a une guerre, je vais dire quoi, prospective et stratégique, parce que... Moi, je pense que l'Afrique du Sud également... Exactement, il y a l'Afrique du Sud. Alors quand vous voyez cette différence d'exercices militaires, vous comprenez quoi? Vous comprenez que... Et ces exercices militaires, si vous observez bien, le corps, je vais dire quoi, le corps militaire qui est le plus engagé, c'est la marine. C'est-à-dire que vous allez voir l'exercice entre la marine russe et la marine chinoise, entre la marine russe et la marine
aérienne algérienne, la marine russe et la marine sud-africaine, vous comprenez que l'intention derrière ces objectifs militaires, c'est le contrôle des différentes voies maritimes, qui hier était sous le contrôle des États-Unis. Or, derrière ce contrôle des voies maritimes, indépendamment, cela va obliger non seulement les États-Unis à revoir les chemins ou ces différents bateaux marchands de transit, qui seront les plus sécurs, mais également vont permettre à ce que l'influence de l'armée américaine à travers sa projection dans la flotte du Pacifique et même la 6e flotte au niveau de la mer coréenne vont perdre en intensité, et ça va permettre à ce que les autres pays justement puissent se renforcer. Donc il y a tellement d'intérêts et d'enjeux stratégiques derrière tout cela, parce que cela se chiffre en milliers de milliards de pertes pour les États-Unis, et quand on sait très bien le lien aujourd'hui qui existe entre l'armée américaine et le dollar américain, une fois que vous touchez le dollar américain, l'impact va se faire savoir au niveau de l'armée américaine. Il faut bien justifier 850 bases militaires reparties à travers le monde. Donc, tout cela mis ensemble, les BRICS ont permis à ce qu'un certain nombre d'États comprennent que non, il n'est pas seul, il y a une possibilité, il y a une alternative, et donc les BRICS arrivent comme cette alternative-là qui dit aux États, assumez-vous, prenez-vous en charge et nous allons vous accompagner. Voilà un peu comment on peut voir ça. Avant de sortir en ce qui concerne cette thématique, Dr Yam Timba, on rappelle simplement à nos téléspectateurs, effectivement, en ce qui concerne toujours cette actualité, que le président russe Vladimir Poutine va bien sûr sur ce sommet de façon virtuelle et sera représenté par le diplomate Sergei Lavrov. Vous le savez, ce mandat d'arrêt international de la CPI qui court, et cela avait d'ailleurs, l'annonce de sa non-participation avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud avait accepté justement que le président russe ne foule pas le sol sud-africain? Mais voilà, on connaît les raisons aujourd'hui. Avec cette réponse, on comprend en tout cas qu'il y a une forte solidarité, et l'Afrique du Sud certainement a choisi effectivement aussi son camp. Il est évident qu'il ne faudrait pas que les gens se méprennent sur ce qui se passe. Le président Poutine n'a nullement peur de se déplacer. Le président Poutine ne veut pas mettre son hôte mal à l'aise. Mal à l'aise, oui. Ça s'appelle, ça aussi c'est de l'élégance, c'est du raffinement. Vous dites, je devrais me rendre quelque part, mais il y a des engagements que mon hôte a pris, donc je ne vais pas le mettre mal à l'aise, je ne vais pas sacrifier ce qui est le plus important pour nous, ce qui est accessoire, parce que l'Afrique du Sud finira par sortir de là. Même si des voix s'étaient élevées pour dire que Poutine pouvait venir. Certains sont prêts à couper le cordon ombilical, le nœud gordien, carrément. Mais je crois qu'il y a une entente entre les deux présidents et les institutions qui se sont dit, allons-y de manière contrôlée. Ça permet de manière mesurée, ça permet en fait de s'en sortir beaucoup plus efficacement. Pour ne pas vous couper, vous allez poursuivre, simplement rappeler que le président sud-africain a pris part personnellement au dernier sommet du côté de Saint-Pétersbourg. Ceux qui participent de la communication, et ils ont eu d'ailleurs une rencontre bilatérale, donc il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de discussions entre ces présidents, sans compter la délégation des 6, etc. Donc je crois qu'en réalité aujourd'hui, ce qui se passe avec cette affaire de CPI est une interpellation pour les Africains. Mais c'est aussi une interpellation pour le monde. Et le président, l'attitude du président Poutine, c'est pour envoyer un message pour dire, vous savez, tout ce qui est mis en place par l'Occident est mis en place pour vous mettre tous mal à l'aise. Et ça, vous serez mal à l'aise parce qu'en réalité, les choses sont organisées de telle manière qu'il n'y a qu'un seul pôle de pouvoir. Et ce pôle de pouvoir veut s'assurer qu'il contrôle tout. Est-ce que tous les pays sont aujourd'hui disposés à se mettre de nouveau sous ce contrôle? Je crois que non. Et la question, ou disons l'objectif derrière le sommet, derrière le thème principal du sommet, à savoir les investissements en Afrique, poursuit justement la mission de tout faire pour déconcentrer le pouvoir que l'Occident détenait ou a détenu depuis pratiquement un siècle, un peu plus d'un siècle. Donc il faut le déconcentrer, et la meilleure façon de le déconcentrer, c'est de permettre à l'Afrique de s'ajuster et de se mettre au même niveau que les autres. Vous ne pouvez pas avoir un monde multipolaire à 2 vitesses. On ne peut avoir un monde à 2 vitesses que quand on est dans une perspective unipolaire. Parce qu'à ce moment-là, on a le centre et on a la périphérie. Alors que si vous sortez de la problématique ou du paradigme, pas de la problématique, vous sortez du paradigme du centre et de la périphérie, pour avoir un monde multipolaire, il faudrait que les différents centres
en fait, soient capables de se soutenir les uns les autres. C'est le principe de la communauté. Et cette communauté-là, parce qu'il n'y a pas de communauté entre des gens riches et des gens pauvres. Oui. Ça ne s'appelle pas une communauté, ça s'appelle tout simplement, il y a des relations de dépendance entre les dominants et les dominés. Or, une communauté veut dire que, ça ne veut pas dire que vous êtes tous riches de la même façon, mais en fait, vous êtes tous riches de vos atouts. Oui. Et venir investir en Afrique et relever l'Afrique, qui aura quand même le quart de la population mondiale en 2050, il faut compter avec et tenir compte du fait que la plupart de ces pays qui constituent les BRICS ont une forte communauté noire. L'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, mais c'est 800 millions de Noirs. Ça, on a tendance à l'oublier. La Chine a une population marginale qui n'atteint peut-être pas 100 ou 50 millions d'habitants, mais de Noirs. Vous avez le Brésil qui a la moitié de sa population, qui est une population noire. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres anthropologiques dans le cadre de la réflexion stratégique pour se demander qu'est-ce qui peut bien pousser les BRICS à le vouloir. Mais de l'autre côté, on ne construit pas un monde multipolaire avec une concentration des richesses dans un seul pôle et une massification de la pauvreté dans l'autre. Et le président Poutine ne peut pas prendre sur lui de se mettre en travers d'objectifs aussi importants à caractère historique comme cela pour simplement, comment dire, donner de la répartie sur des questions par ailleurs accessoires et secondaires à l'Occident. Donc, il n'a pas voulu mettre mal à l'aise ces autres Sud-Africains et cela va contribuer d'ailleurs à pousser les BRICS à accélérer le processus par lequel ils veulent démêler, défaire, déconstruire totalement le monde tel qu'il s'est constitué à partir de Bretton Woods. Merci à vous, Dr Yam Timba. Rapidement. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.